Je viens de l'Afrique centrale où il y a beaucoup de richesses du sous-sol, du sol, il y a la forêt équatoriale, il y a pratiquement le résumé de tout ce qu'on peut trouver sur un continent se trouve en Afrique centrale. Pourtant, l'Afrique centrale est considérée comme une zone peu crédible, peu solvable. Donc, en répondant à cette question, je me sens très concerné. Le continent compte 1 milliard à peu près d'habitants, une population jeune, des ressources de toute nature, et pourtant, les pays ont du mal à amorcer un développement alors que la flambée des cours depuis quelque temps permet que beaucoup de choses se fassent. L'Afrique est perçue comme une zone à risque, une zone où il est difficile de faire des affaires, où les coûts sont élevés et où le retour sur investissement n'est pas évident. Donc, 50 ans après l'indépendance, on a toujours du mal à mettre en valeur ces richesses naturelles. Le défi de l'atteinte des objectifs du millénaire, comme l'a dit tout à l'heure le président Yahya Boni, est-ce que dans 5 ans, on pourra atteindre ces objectifs? On a le constat que la majorité des pauvres vivent dans les régions les plus riches du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce que toutes ces ressources ne sont pas considérées par les capitaux privés comme étant des valeurs sûres qui permettent donc de recevoir de l'argent et puis de financer des projets? Les raisons sont multiples. L'une des premières raisons, c'est qu'au lendemain des indépendances, quand ces ressources ont été découvertes, il y a eu comme une espèce d'euphorie. Beaucoup de pays se sont endettés massivement et ont financé avec cet endettement des projets qui n'étaient pas viables. Quelques-uns ont été appelés des éléphants blancs. Ces projets n'ont pas produit les effets qu'il fallait pour faire décoller les économies et finalement se sont retrouvés à utiliser les ressources, les ressources de leurs matières premières pour rembourser les crédits qu'ils ont pris il y a quelques années. La deuxième raison, c'est que les recettes tirées des ressources minérales sont volatiles. Un coup, les prix sont à la hausse, un coup, ils sont à la baisse. Il est donc important, quand les cours sont bons, il est important de réaliser des investissements durables. Il est important de mettre ces ressources dans des investissements, des infrastructures socio-économiques, les routes, les chemins de fer, les ports, les aéroports, dans les écoles et tout ça. Ça n'a pas été fait. Donc, quand les cours sont à la baisse, on se rend compte que il faut encore s'endetter pour rembourser. Et c'est un cycle qui est plus ou moins suivi depuis 30 ans maintenant. C'est tout le temps la même chose. L'une des raisons, c'est la convoitise que suscitent ces ressources. Souvent, quand il y a des ressources abondantes dans un pays, il y a la guerre civile. Une fois qu'on réussit à résoudre ce problème de guerre, il faut mettre ces ressources dans l'armement. Il faut s'armer pour faire face à la sécurité. Aujourd'hui, en Afrique centrale, il y a 2 pays qui ont connu récemment cette situation. Le Congo-Brazzaville, qui a eu une guerre civile très dure et qui a été obligé de mettre beaucoup de ressources dans la sécurité. Aujourd'hui, le Tchad. Hier, c'était l'Angola, qui a connu plusieurs décennies de guerre et qui a dû mettre beaucoup de ressources dans la sécurité. Et donc, ces ressources sont distraites à des dépenses qui n'assurent pas la sécurité, enfin le développement, et qui ne rassurent pas les investisseurs. Les ressources, c'est connu, je ne veux pas insister dessus, sont détournées. Je ne vais pas en dire plus, là tout le monde le sait.
les permis sont attribués dans des conditions peu transparentes et souvent, bon, il y a beaucoup de détournement de ces ressources. Et la plupart des États africains n'ont pas encore acquis la capacité de négocier les contrats avec les partenaires. Donc on leur propose des contrats, ils n'ont pas formé des hommes pour négocier les contrats, et donc les contrats sont presque toujours en défaveur des pays exportateurs de ces matières premières. Et tout à l'heure, quelqu'un le disait, il y a très peu de pays africains qui ont pu créer des sociétés qui exploitent les ressources du pays. La plupart des sociétés sont des sociétés étrangères, des multinationales, et donc elles exploitent, elles exportent, elles traitent avec les banques de l'extérieur, elles ne traitent pas avec les banques locales. Et tout à l'heure, M. Balkany l'a dit, aujourd'hui, l'une des sources repérées par les capitaux ici pour être financés en Afrique, c'est prendre des actions dans les sociétés étrangères qui exploitent notamment les ressources en Afrique. Les pays exportateurs perdent ainsi l'effet multiplicateur d'avoir des entreprises sur place qui créent des richesses localement, qui forment des locaux et qui permettent donc de pérenniser l'appropriation des ressources du pays. Je le disais tout à l'heure, les ressources naturelles ne sont pas suffisamment utilisées pour diversifier l'économie. Par définition, les ressources naturelles étant des actifs, plus vous les exploitez, plus vous diminuez ces actifs-là, parce qu'ils ne sont pas éternels. Et si vous utilisez les ressources dans la consommation courante, évidemment, c'est des actifs qui ne servent pas. Par contre, si des investissements sont réalisés pour diversifier l'économie, pour créer des conditions d'un développement durable, ça permet de rentabiliser ces ressources. Ce n'est pas encore malheureusement le cas dans la plupart de nos pays. Et donc, nous assistons à des paradoxes, des pays qui ont beaucoup de ressources, qui n'ont pas de route, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de chemin de fer, qui ont des ports qui ont été construits il y a plusieurs décennies, qui n'ont pas de compagnie aérienne, qui n'ont rien, et qui exportent massivement des ressources naturelles, qui ont quand vous voyez certains budgets, vous êtes impressionné par les chiffres qui sont annoncés, mais sur le terrain, il n'y a pas de réalisation. Les infrastructures de base, comme je l'ai dit tout à l'heure, manquent. Infrastructures de santé, infrastructures d'éducation. Donc on ne forme pas suffisamment les populations. L'Asie s'est développée sur le savoir. C'est parce que les Asiatiques ont mis beaucoup d'argent pour former les populations qu'aujourd'hui les entreprises occidentales délocalisent. Parce que sur place, ils savent qu'ils peuvent trouver des gens pour travailler. En Afrique, ça n'intéresse personne s'il n'y a pas eu de formation. Donc nous avons perdu beaucoup de temps. Tout ça, ça change bien entendu, mais très lentement. Et donc, finalement, sans formation, même avec beaucoup de richesses, c'est difficile d'être solvable. Nous avons beaucoup parlé du climat des affaires tout à l'heure. Sécurité juridique et judiciaire, cadre institutionnel, légal, réglementaire, tout ça, ça a beaucoup avancé, ça s'est amélioré. Tout à l'heure, on parlait de l'OHADA, de tout ce qui a été fait au niveau de l'OHADA pour les 16 pays d'Afrique qui sont membres. Il y a eu des avancées, mais c'est encore récent. On aura le temps d'en profiter peut-être un jour. Peut-être que les investisseurs, avec le temps, auront confiance. Mais c'est encore un espoir faible,
importants mais faibles. Les pays d'Afrique sont considérés comme étant des zones où il n'y a pas de sécurité juridique et judiciaire. Et donc cela, ça se reflète dans le Doing Business. On a parlé tout à l'heure du Rwanda, qui a été considéré par le Doing Business 2010 comme étant le pays réformateur. Dieu sait que le Rwanda n'a pas énormément de ressources de sous-sol. Mais des réformes ont été faites qui rassurent les partenaires et qui font que ce pays est considéré comme crédible et solvable. Tout à l'heure, Maître Fénéon a dit que la sécurité juridique était presque déjà assurée au niveau de l'OHADA et qu'il restait la sécurité judiciaire. Nous espérons qu'avec ce qui se fait au niveau des zones UMOA, CEMAC, on puisse évoluer vers cette sécurité judiciaire dans quelques années. Maintenant, avec l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, on peut espérer que beaucoup de ces États qui ont vu leur dette annulée pourraient mettre les ressources maintenant au service du développement et créer les conditions d'une émergence. On assiste également de plus en plus, et c'est une note positive, à l'adhésion de beaucoup de pays exportateurs de matières de minerais aux différentes initiatives qui permettent de promouvoir la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Il en est ainsi de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Maintenant, il y a une trentaine de pays qui ont adhéré à cette initiative. Il y a la campagne « Publiez ce que vous payez » ou encore l'initiative « Open Society ». Donc, avec toutes ces évolutions, tout à l'heure, quelqu'un a dit que ça prend du temps pour que les investisseurs se rendent compte que les choses évoluent, que les réformes qui ont été faites en Asie, on s'en est rendu compte réellement, ça a commencé à porter 20 ans plus tard. Ces initiatives qui sont prises en Afrique depuis quelques années, nous espérons, nous n'allons pas attendre 20 ans, mais nous espérons que dans quelques années, les capitaux extérieurs s'intéresseront à l'Afrique et verront que les choses bougent. Elles bougent lentement, certes. On a pris beaucoup de temps, il y a eu beaucoup de retard, mais elles bougent quand même. Mais il faut poursuivre ces actions. Il faut que les pays connaissent et recensent les ressources du pays. Je prends par exemple mon pays, la République centrafricaine. Même si j'ai été chef de gouvernement, je ne peux pas vous dire que je connais avec précision les potentialités de mon pays. Et il en est de même dans beaucoup de pays africains. Il n'y a pas eu un recensement, il n'y a pas eu... Les pays ne se sont pas donné les capacités de maîtriser le recensement de leurs ressources de manière à en programmer l'exploitation dans le temps de manière durable. Il faut poursuivre ce cadre institutionnel, réglementaire et légal. Certains pays le font. Dans notre zone CFA, le Burkina Faso a été cité comme étant un des pays qui fait des efforts pour améliorer ce cadre-là. L'intégration régionale, je pense que rien ne peut se faire sans l'intégration régionale. La taille des marchés est tellement petite que si, par exemple, vous prenez la CEMAC, vous avez des pays qui ont 600 000 habitants, d'autres qui ont 1 million, 2 millions, 3 millions. Le total de la CEMAC fait 38 millions d'habitants. 38 millions d'habitants pour 6 pays. Et il est impossible de quitter Bangui et aller à Brazza par la route, ni même par avion d'ailleurs, c'est compliqué. Et c'est difficile de relier une capitale à une autre.
chemin de fer, il n'y en a pratiquement pas. Donc, l'intégration régionale doit se faire au niveau de politique, au niveau des textes, à ces deux niveaux c'est déjà le cas, au niveau monétaire avec le CFA c'est le cas, mais également au niveau économique. Construire des infrastructures d'intégration régionale, construire tenir compte de ce marché quand on construit des écoles, des universités, de manière à ce qu'on ne duplique pas les mêmes choses. Tout ça reste encore à faire. Ça a commencé, c'est lent, mais je pense que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest ou dans d'autres régions d'Afrique, sans intégration régionale, rien ne peut se faire pour garantir la solvabilité des zones, attirer les capitaux privés, faire en sorte que ces marchés rassurent. Maintenant, d'un point de vue tout à fait, j'allais dire, technique, il faut offrir aux investisseurs des produits financiers pour leur permettre d'intervenir dans nos zones. Les marchés de titres de la dette publique, par exemple, c'est quelque chose qui est encore embryonnaire, notamment dans la zone franc. Et les bourses de valeur, comme on l'a dit tout à l'heure, sont encore de très petite taille, méritent d'être développées, sécurisées, de manière à attirer les capitaux privés. Et pour donner un signal de transparence, certains pays ont commencé à aller à la notation souveraine. Ça donne un signal de transparence, ça donne un signal que le pays veut, qu'on sache comment il fonctionne, et c'est quelque chose qui est encore nouveau, et qui mériterait d'être encouragé. Donc, en définitive, ce qui est important, ce n'est pas tant d'avoir une abondance en ressources naturelles. Il y a des pays en Afrique qui ont évolué depuis l'indépendance sans se rendre compte qu'elles avaient certaines richesses et qui, du fait de la pénurie, ont fait des efforts pour avoir la transparence dans leur fonctionnement et qui maintenant commencent à découvrir des richesses importantes. Je parle par exemple du Ghana, dans lequel on découvre maintenant du pétrole. Avant le pétrole, le Ghana a eu le temps de s'organiser comme pays. Nous espérons que dans des cas comme ça, ces ressources seront mieux exploitées et que la crédibilité du pays permettra que les capitaux y viennent plus rapidement. Mais la question qu'on se pose quand on voit les Chinois, quand on voit les Indiens s'intéresser à l'Afrique, et je pose cette question un peu sous forme de provocation avant d'en terminer, est-ce que finalement ils n'ont pas une manière de fonctionner plus pragmatique? Ils n'ont pas attendu que ce climat soit très favorable avant de venir. C'est vrai, il appartient aux Africains de veiller à ce que ce nouveau partenariat ne soit pas dommageable aux ressources et ne réduise pas un peu plus les actifs dont on parlait. Mais parlant de l'espace francophone, est-ce qu'on va continuer à parler des mêmes problèmes d'insolvabilité de nos pays? On en parle depuis plusieurs décennies maintenant. Est-ce qu'il ne faut pas, tenant compte de toutes ces avancées-là, est-ce qu'il ne faut pas que les investisseurs soient un peu plus hardis et aillent un peu plus sur le terrain pour accompagner les mouvements qui se font? Parce que pendant qu'ils n'y vont pas, d'autres y vont. Voilà ce que je voulais dire en termes de conclusion. Je vous remercie.